Bonjour, je suis le professeur Maurice Tardif, directeur du Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. Notre centre de recherche met en place depuis quelques années cette formule de webinaire-là, notamment parce que, vous le savez, nous sommes en situation de pandémie. Il est encore assez complexe de créer des activités scientifiques collectives en présentiel. Donc, je vous souhaite le bienvenu au webinaire d'aujourd'hui. C'est un webinaire qui va porter aujourd'hui sur les enseignants, les enseignants et les enseignantes dans le contexte de la pandémie. Donc, je vais d'abord présenter le contexte et les objectifs de l'étude ainsi que les participants. Et ma collègue Joséphine Mukamurera va par la suite mettre en évidence les faits saillants et les considérations finales. Bon, je précise que cette recherche-là a été réalisée par moi, Joséphine, et ma collègue de l'Université du Québec à Chicoutimi, Monica Sevedini, et Cécilia Borges, qui est professeure titulaire à l'Université de Montréal. Nous sommes tous les 4 membres du centre de recherche, le CRIFPE. Donc, je commence la présentation. Bon, je ne m'attarderai pas là-dessus parce que j'imagine que vous êtes tous bien au courant de ce qui se passe là, depuis mars 2020. Depuis mars 2020, une pandémie mondiale comme on n'a pas vu depuis peut-être les années 1918-1919 avec la grippe espagnole, là, a frappé la planète au complet. Elle a entraîné une perturbation générale du fonctionnement de toutes les sphères de la société et bien sûr en éducation. L'éducation étant dans la plupart des sociétés, à tout le moins dans les sociétés développées, une des institutions, l'école primaire, préscolaire, primaire, secondaire, étant une des institutions les plus importantes et les plus, je dirais, les plus grandes. Par exemple, au Québec, c'est le 5e du budget de la province de Québec qui est consacré à l'éducation obligatoire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous le savez, les écoles ont été fermées à plusieurs reprises. Tantôt, lorsqu'elles étaient ouvertes, c'était souvent à temps partiel, quelques jours par semaine. Parfois, une partie des élèves étaient présents, une autre partie des élèves étaient à la maison. Les enseignants devaient donner à la fois un enseignement aux élèves en présentiel et en même temps aux élèves à distance. Même lorsque l'école a été complètement ouverte, dans les derniers mois surtout, on a pu observer que les enseignants et l'ensemble du personnel scolaire devaient mettre en place des mesures sanitaires extrêmement lourdes pour assurer la sécurité de tout et tous, notamment des enfants, bien sûr, et les parents des enfants, parce que les enfants peuvent être contaminés et infecter leurs parents de retour à la maison, mais aussi maintenir des dispositifs d'enseignement à distance pour plusieurs élèves qui ne pouvaient pas se rendre à l'école ou pour lesquels les parents refusaient de les retourner à l'école. Donc, c'est vraiment un contexte d'enseignement qui a été chamboulé profondément. Et comme dans différents pays, notre centre de recherche qui s'intéresse au personnel scolaire et enseignant en particulier, on a souhaité documenter le personnel enseignant, ce qu'il a vécu pendant cette période-là, qui fait à peu près 18 mois là, dans notre enquête, là. Mais non seulement ce qu'il a vécu, mais aussi avoir un coup d'œil plus précis sur quelles ont été ses conditions de travail, ses difficultés et défis, parce qu'il y en a eu plusieurs, on le verra, mais aussi ses capacités de résilience, de faire front à cette situation-là qui est unique par son ampleur et sa soudaineté, et les adaptations pédagogiques ou autres que les enseignants ont pu mettre en place pour faire face à cette situation. Je vous présente sommairement les participants sans entrer dans tous les détails statistiques. Là, je vous donne un portrait d'ensemble des personnes qui ont participé. Donc, je souligne d'abord que c'est une enquête extrêmement vaste. Il y a 2443 enseignants et enseignantes qui ont participé à l'enquête. Donc, c'est des enseignants de tous les ordres d'enseignement, du préscolaire, du primaire, du secondaire, mais aussi du secteur professionnel au secondaire et de la formation générale aux adultes. Au Québec, la formation générale aux adultes est surtout, dans le fond, concernée par des jeunes du secondaire qui ont abandonné ou échoué le secondaire et qui retournent aux études un peu plus tard, quelques années plus tard. Et notre étude incluait aussi les enseignants et les enseignantes du secteur d'adaptation scolaire, ce qu'on appelle en Europe l'éducation spéciale ou spécialisée, et différents spécialistes, par exemple les enseignants d'éducation physique, les enseignants d'art, d'anglais, langue français, langue seconde, etc.
Cette enquête-là, elle est importante parce que dans le fond, 2443 enseignants et enseignantes, c'est 2% de tout le personnel enseignant au Québec. Pardon, il y a une petite faute là, c'est personnel enseignant et non pas enseignant. Donc, c'est quand même énorme parce que normalement, on a fait souvent des enquêtes depuis une trentaine d'années et quand on a 2, 3 ou 400 enseignants, on est très heureux. Donc, il s'agit d'une enquête la plus vaste qui a été réalisée depuis le début de la pandémie. Et il faut dire que beaucoup d'organismes, des syndicats, des commissions scolaires, des centres de services scolaires, des associations pédagogiques, la Fédération des établissements privés, des syndicats anglophones nous ont aidés à rejoindre tous ces enseignants-là, qu'on remercie par ailleurs. Les caractéristiques des répondants à notre enquête sont conformes à ce qu'on sait à peu près de la morphologie du personnel enseignant, des caractéristiques générales de la profession enseignante au Québec qui comporte à peu près 120 000 individus. Bon, la très grande majorité des participants sont des femmes, ce qui fait partie de la profession, qui est une caractéristique propre de la profession enseignante. Elles sont âgées, donc c'est un âge intermédiaire entre 35 et 55 ans, avec au moins 10 ans d'expérience en enseignement. Donc, c'est largement des enseignants permanents et permanentes qui ont répondu à l'enquête. La majorité des enseignants et des enseignantes vivent en couple avec des enfants et plus fréquemment avec 2 enfants ou d'adolescents. Donc, c'est une variable importante sur laquelle on aura peut-être l'occasion de revenir tantôt, là. Ces enseignants enseignent principalement au préscolaire et au primaire et au secondaire. Donc, c'est les 3 grands pôles dans lesquels interviennent les enseignants. 52% des participants enseignent à des élèves d'un milieu socio-économique moyen et 27% à des élèves de milieux défavorisés, ce qui est conforme aussi à l'organisation sociale de l'École québécoise. Enfin, 63% des participants ont plus de 20% d'élèves à besoins particuliers dans leur classe et 19% d'entre eux ont plus de 50% d'élèves à besoins particuliers. Bon, si les personnes qui nous écoutent ne sont pas du Québec, là, les élèves à besoins particuliers, c'est les élèves qui sont soit ont des handicaps quelconques, physiques ou intellectuels, ou qui ont des problèmes d'apprentissage et aussi souvent de comportement, par exemple des troubles socio-affectifs, des troubles d'attention, d'hyperactivité, etc. Donc, il y a 22% des enfants au Québec qui sont classés dans les élèves à besoins particuliers et on voit que ce nombre se reflète bien dans les statistiques que je viens de présenter. Donc, je laisse maintenant la parole à Joséphine qui va maintenant partager son écran. Un instant. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, mais il faut que tu te mettes en mode plein écran. Là. Okay. Est-ce que c'est bien? Vous voyez ce qu'il faut? Merci. Merci beaucoup. Alors, les faits saillants de cette enquête. Alors, en premier, on doit parler d'épuisement et de la charge de travail. Puis, à cet égard, les enseignants ressentent régulièrement un épuisement émotionnel, le sentiment d'être vidé par son travail pour environ 40%. Ils sont également 47% à ressentir la fatigue. Puis ils se sentent également frustrés et ont l'impression de travailler trop dur, au moins quelques fois par mois. Et il s'agit là d'environ 54 à 61%. Puis à ce sujet, on a quelques extraits pour illustrer ce que vivent réellement les enseignants. Premièrement, un enseignant nous dit « Je ne prends plus de pause et de moments pour prendre un café et discuter ou décompresser avec les collègues au salon du personnel. Le changement de classe avec les chariots, installation et désinstallation de l'ordinateur, ramasser le matériel à chaque cours. » Un autre qui dit « La direction a agi et agit encore pendant la pandémie comme la Gestapo. Perte totale d'autonomie professionnelle, exigence à ne plus finir, zéro respect pour établir la limite entre la vie privée et la vie personnelle. Message le dimanche, tardivement, paperasse.
Puis un autre qui dit, dans un contexte de pandémie, qui en fait a doublé les tâches de travail à réaliser au préscolaire, double planification chaque semaine, après semaine, en ligne et en présentiel. Il a fallu faire tout plus vite. Un autre élément, à part la charge de travail, c'est en lien avec les directives gouvernementales. On n'en doutera pas, la grande majorité, soit 77%, estime que les directives du ministère de l'Éducation n'étaient pas claires. On se souviendra aussi qu'elles étaient instables. Puis de plus, 3/4 des enseignants estiment que les mesures sanitaires étaient adéquates, oui, mais difficiles à mettre, plutôt difficiles à faire respecter. On pense ici au masque, on pense ici à la classe bulle, on pense ici à la distanciation, on pense ici aussi au ramassage désinfecté et j'en passe. En ce qui concerne le sentiment de compétence, on peut toujours se demander est-ce que dans ce contexte inédit qui a demandé de réinventer le travail enseignant, le métier, est-ce que les enseignants se sont sentis compétents? Et on peut dire que décidément, non, car la grande majorité de ces enseignants s'estiment peu ou pas compétents pour enseigner en ligne. Au secondaire, quand même, on remarque que les enseignants considèrent qu'ils se sentaient plus compétents pour enseigner en alternance qu'enseigner en bimodal, c'est-à-dire avec les élèves en présence et d'autres qui sont en ligne. Puis à peine un tiers de ces enseignants se sent à l'aise pour mobiliser les outils numériques dans leur enseignement. Donc, juste 34% se sentent à l'aise. Puis un autre tiers de ces enseignants se sentent moyennement à l'aise à ce propos, donc pour les outils numériques. On comprendra que, compte tenu de ces réalités, les enseignants ont eu besoin de soutien et beaucoup. Est-ce qu'ils se sont sentis soutenus? À cet égard, encore une fois, on peut dire que non, du moment qu'on voit que 7 enseignants sur 10 estiment qu'ils ne reçoivent pas toute l'aide dont ils ont besoin pour mettre leur enseignement en ligne. De plus, ils sont seulement 56% des enseignants à avoir perçu de l'aide des conseillers pédagogiques qui eux-mêmes aussi étaient en apprentissage, étaient à réinventer aussi leur travail. Ce qui est intéressant, c'est de remarquer que 64% des enseignants considèrent qu'ils ont collaboré davantage avec leurs collègues qu'auparavant. Et là-dessus, on a un extrait pour illustrer. Un enseignant qui dit « Le co-enseignement, l'enseignement réciproque et les cercles d'auteurs ont été les avenues que nous avons priorisées. Le soutien des enseignants afin de favoriser les pratiques probantes en classe fait maintenant partie des approches que nous préconisons. » Également, les enseignants se sont sentis quand même soutenus par leur direction d'école, même si il reste un 25% qui n'auront pas senti de cette façon. Les enseignants disent également qu'ils ont collaboré un peu plus qu'auparavant avec les parents, notamment au moyen de communication, au moyen d'envoi de photos et de réalisation des élèves. Par contre, ils considèrent que les parents ne se sont pas vraiment impliqués davantage dans les apprentissages des élèves. Il y a eu des défis, on l'aura compris, et parmi les principaux défis, le premier serait vraiment allié avec la motivation des élèves. Donc, la motivation des élèves pour suivre l'enseignement en ligne, car 77% estiment que bon, n'était pas là, cette motivation. C'est également allié avec le suivi des élèves qui sont à distance. Et là-dessus, nous avons aussi quelques extraits pour illustrer le problème vécu en lien avec l'enseignement à distance. Alors, un enseignant qui nous dit « Les élèves n'étaient pas motivés
et ils avaient très peu de soutien à la maison pour accomplir un travail à distance lorsque cela était nécessaire. Concernant le suivi, un autre qui dit, étant enseignante au premier cycle du secondaire, la majorité de mes cours ont été en présentiel. Ce qui était ardu, c'était le suivi des multiples élèves retirés sans que le groupe le soit, impliquant ainsi la création d'un plan de travail personnalisé et le suivi associé. Puis également, l'enseignement en bimodal, un enseignant qui dit, en enseignement bimodal, avec la moitié de mes élèves d'un groupe à la maison et l'autre en classe, j'avais 2 planifications en parallèle. Il y a également ce qu'on appelle aussi la maîtrise des outils numériques, puisque tantôt on a vu que les enseignants ne se sentaient pas suffisamment compétents. Et donc, leur défi, c'était d'apprendre à utiliser ces nouvelles ressources numériques et à les intégrer dans leur travail. Également, on parlait tantôt de mesures sanitaires. Oui, il y avait de bonnes mesures, mais les faire respecter dans les cours en présentiel, surtout en tout cas chez les élèves, c'était quelque chose qui n'était pas facile. Également, l'accès aux ressources matérielles pour les élèves, dont certains n'avaient pas de tablettes, d'applications numériques qu'il fallait installer, des fois une connexion Internet qui n'est pas optimale pour travailler avec les documents. Ça aussi, c'était un défi et les enseignants avaient un double défi d'apprendre eux-mêmes ces outils numériques, mais aussi de les faire apprendre par leurs élèves. Et notre défi concerne le suivi du contenu et des compétences du programme de formation de l'école québécoise. On reviendra là-dessus tantôt. Puis également l'obtention d'un soutien technique pour les outils numériques. Alors, il y a beaucoup d'enseignants qui en même temps devaient travailler avec les outils numériques et on peut comprendre qu'il n'y avait pas toujours pour chacun, au moment où on en a besoin, un soutien technique pour l'utilisation de ces outils. Alors, revenons au suivi du programme de formation et les apprentissages des élèves. Alors, un élément, c'est que 69%, quand même un chiffre très important, des enseignants estiment avoir eu des difficultés pour suivre le contenu et les compétences du programme de formation. On le comprendra, il réinventait les façons de travailler. La classe, parfois, il n'y en avait pas et d'autres fois, certains élèves n'étaient pas là, ce qui créait effectivement aussi un défi. Puis, la grande majorité des enseignants, soit 81%, estiment que les élèves connaissent des retards dans leur apprentissage, tout particulièrement en formation générale aux adultes, en formation générale aux adultes et en adaptation scolaire. C'est là où se trouvent quand même les populations ou les élèves. Il y a une plus grande vulnérabilité. Par contre, on sait aussi que, par d'autres analyses, que les enseignants du secondaire ont aussi ressenti davantage le retard comparé aux primaires. En ce qui concerne le développement des compétences, est-ce que les enseignants ont appris quelque chose dans ce contexte de pandémie qui a demandé de réinventer le métier? On peut dire que oui, ils en sont sortis grandis parce que plus de 7 enseignants sur 10 disent avoir découvert de nouvelles modalités intéressantes dans la réalisation de leur travail. Et on disent avoir innové sur le plan pédagogique et on verra ça de quelle façon tantôt. Ceci dit, donc les enseignants ont appris beaucoup de choses, puis le contexte de la pandémie a permis justement de s'approprier les nouveaux outils numériques. On peut juste se dire, mais à quel prix? En termes de charge de travail, en termes de charge mentale, en termes de responsabilité. Par contre, ils émettent des doutes importants quant à la valeur de l'enseignement à distance, en particulier en ce qui concerne certains types d'élèves et en ce qui concerne aussi si c'est utilisé mur à mur. Les enseignants, notre enquête révèle qu'ils sont très résilients, ils se sont adaptés et c'est très intéressant à voir. Notamment parce que 68% d'entre eux estiment que le contexte de la pandémie leur a permis de relever des défis auxquels ils n'auraient jamais pensé
et ça au moins quelques fois par semaine, dont 24% plusieurs fois par semaine. Ils ont mis en place des stratégies pour adapter leur pédagogie, adapter leur enseignement, adapter leur mode de communication, leur mode relationnel avec les élèves et avec les parents. De façon plus concrète, alors, on peut voir que certaines stratégies qui ont été mises en place par les enseignants, la liste n'est pas exhaustive, mais ça donne quand même une idée. L'enseignement en plein air. L'enseignement en plein air, par exemple, pour permettre aux élèves d'enlever les masques, permettre une rentrée graduelle dans les classes, mais aussi soutenir la motivation des élèves et les faire bouger, ce qui semblait nécessaire dans ce contexte stressant de pandémie. Les enseignants en éducation physique et à la santé ont dit travailler cette fois-ci plus globalement la santé globale, notamment en mettant l'accent aussi sur la santé mentale. Puis à cet égard, un enseignant nous dit: nous avons travaillé la santé globale davantage. En éducation physique, on oublie souvent la santé mentale. On l'a développée et mise en action avec les stratégies de gestion du stress. Le troisième point, les enseignants ont appris et intégré dans leur pratique l'utilisation de plateformes et applications en ligne vraiment variées. La liste n'est pas exhaustive, mais quelques-uns. On reconnaîtra ça. À l'université, on utilise Teams. Et dans le milieu, les gens ont appris à utiliser Teams pour leur enseignement. Zoom, Google Classroom, HeroSmart, NetMath, des services plutôt classe dojo, Geniali, Messenger pour communiquer, faire des réunions. Ce fut pour eux une découverte, une révélation pour le potentiel que cela comporte. Évidemment, avec les limites dont nous avons parlé tantôt. L'autre élément, c'est en lien avec l'écriture collaborative en ligne qui a été rendue possible avec certains dispositifs. Et à cet égard-là, un enseignant nous dit: une stratégie que j'ai mise en place pendant l'enseignement à distance a été l'écriture collaborative en ligne. J'ai créé des canaux privés sur Teams pour que les élèves puissent se rencontrer dans leur équipe et écrire dans le même document Word simultanément. D'autres enseignants ont réinventé de nouvelles façons de donner la rétroaction plutôt que sur papier, mais de créer des capsules vidéo pour la rétroaction. D'autres ont mis en place des mini-tests fréquents, un peu pour savoir qui était présent, qui était attentif, parce que souvent les caméras n'étaient pas ouvertes. Donc, qui était attentif au cours en ligne, mais aussi pour suivre l'évolution des élèves et détecter des difficultés chez certains. L'autre innovation ou adaptation, c'est la pédagogie inversée ou la classe inversée, ce qui a amené certains enseignants aussi à créer des capsules vidéo. Puis à cet égard, un enseignant nous dit: j'ai également essayé l'enseignement inversé. Je leur envoie des liens afin qu'ils écoutent la théorie. En classe, on fait des exercices qui y sont reliés. Ceci permet de répondre immédiatement aux incompréhensions des élèves. J'ai plus de temps à consacrer aux élèves qui comprennent moins vite. D'autres ont créé des questionnaires interactifs. Il peut y en avoir en ligne déjà, d'autres en ont créé, voire des cahiers, puis avec des rétroactions instantanées, ce qui permettait à ce moment-là de libérer encore une fois du temps pour travailler les projets en classe, pour travailler les exercices supplémentaires pour des élèves qui seraient en difficulté. Et en dernier, l'autre stratégie, la création de sites web, un peu pour enrichir les connaissances. Et un enseignant nous dit à ce sujet: j'ai créé un site web pour mes élèves. Avec ce site, les élèves peuvent consolider leurs connaissances en réalisant des activités de réinvestissement. Quelques considérations finales, j'en fais une partie, ensuite Maurice pourra faire l'autre. C'est d'abord
C'est d'abord qu'il est clair depuis le début que le contexte de la pandémie a bousculé en profondeur le personnel enseignant et les élèves, mais aussi les familles des élèves et tout le monde qui travaille autour d'eux. On sait qu'il y avait des messages flous des autorités politiques et scolaires qui devaient aussi composer avec la pandémie, avec le changement au quotidien. Et donc, il y avait des messages qui étaient flous. Il y avait des problèmes liés à l'utilisation massive des technologies numériques, problèmes ou défis au niveau compétences, au niveau accès technologique, au niveau de l'absence de soutien. Puis on se rappelle aussi que le suivi des élèves à distance était un problème. Donc, c'était un ensemble de défis que les enseignants avaient à relever et qu'ils ont encore quand même à relever et du rattrapage à faire. Ces difficultés ont accru de manière importante leur charge de travail, ce qui s'est traduit par un sentiment d'épuisement, un sentiment d'être vidé par le travail, un épuisement qui était à la fois physique, mais qui était à la fois émotionnel. Et on sait que certains enseignants ont dû prendre des congés de maladie. Mais en dépit de ces difficultés, le personnel enseignant a su faire montre de résilience, d'adaptation, de collaboration avec de nouveaux dispositifs, mais aussi beaucoup d'apprentissages qui ont été réalisés et qui pourraient être réinvestis dans la suite de leur pratique. Les enseignants ont pu mettre en place parfois rapidement des stratégies pédagogiques alternatives. Donc, beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'efforts pour mettre en place des choses et on peut dire à quel prix. On pourrait même se demander quelle reconnaissance sociale à cet égard-là. Sont-ils aussi nos anges gardiens pour les élèves et pour la société? Je crois que oui. Et en dernier, il faut les soutenir. Le soutien était essentiel, il demeure aussi essentiel en temps exceptionnel. Et ce soutien, il est de différentes natures, à la fois au niveau pédagogique, à la fois au niveau technopédagogique, à la fois au niveau émotionnel, à la fois au niveau logistique et administratif. Et je passe la parole à Maurice pour la suite. OK, tu veux avancer la prochaine? OK, tu veux que je l'avance? OK. S'il te plaît. D'abord, j'aimerais préciser que nos analyses sont encore au premier degré, là. C'est-à-dire qu'on a couvert les 16 premiers mois de la pandémie. Donc, l'enquête, la pandémie au Québec a commencé en mars 2020 et notre enquête s'est déroulée en mai et juin 2021. Donc, ce qui fait, on a laissé jusqu'à la fin du mois de juin pour répondre au questionnaire. C'est un questionnaire en ligne, là. Et par conséquent, nous couvrons 16 mois de pandémie. Au cours de l'été 2021, donc l'été qui est derrière nous maintenant, malheureusement, avec l'hiver qui s'en vient ici au Québec, là, nous avons procédé à une première analyse strictement descriptive des résultats, des réponses des répondants, dans le fond, à toutes les questions du questionnaire. Et nous allons bientôt procéder à un niveau différent d'analyse en comparant, par exemple, les ordres d'enseignement. En comparant, moi, peut-être la variable la plus importante à comparer, c'est celle du genre, c'est-à-dire du sexe des hommes et des femmes. On disait tantôt que 82 des répondants étaient des femmes et près de 56 étaient des mamans qui avaient des enfants, parfois 2 enfants à la maison, souvent 3, 4, une certaine portion, je pense autour de 20 si ma mémoire est bonne. Donc, c'est important parce que les femmes qui travaillent souvent sont responsables de la conciliation à la fois du travail domestique et du travail professionnel. Et ça, on peut faire l'hypothèse que les enseignantes ont été particulièrement affectées par cette double réalité-là, ce double fardeau, dans le fond, à la fois de continuer à s'occuper de ses propres enfants, de la maisonnée, et en même temps d'improviser sans arrêt des réponses aux transformations impactées découlant de la pandémie.
je vais faire des remarques plus générales, mais comme je vous dis, on a besoin de poursuivre nos analyses statistiques et en même temps, on va faire aussi des comparaisons avec différents pays. On sait que des collègues d'Amérique latine aussi ont fait des enquêtes similaires auprès de plusieurs pays latino-américains. Ils s'en est fait en Europe. Donc, dans un troisième temps, là, on souhaite aussi faire des comparaisons internationales. Mais on a appris quand même des choses de manière plus globale, au-delà des points que Joséphine a mis en évidence tantôt. Là. Bon, je pense qu'une chose qu'on a apprise importante, c'est que les écoles, ce n'est pas juste des édifices dans lesquels sont des enseignants et des élèves, c'est le lieu institutionnel du travail des enseignants avec les élèves. Donc, une école, ce n'est pas juste un espace dans lequel on trouve des enseignants et des élèves, c'est une institution au sens fort du terme qui façonne profondément les dynamiques de travail des enseignants avec les élèves. Les élèves, ce n'est pas des enfants en général, c'est tel groupe d'enfants de tel âge qui est rentré dans une classe, tel nombre d'élèves avec certaines caractéristiques. Les enseignants doivent suivre le programme, ils ont un horaire à respecter, ils ont des artefacts, des livres, des documents, des photos, des images. Il y a une organisation spécifique de la classe selon l'ordre d'enseignement préscolaire primaire. Bref, la classe est le lieu de travail des enseignants. La pandémie nous a appris ça, c'est extrêmement important. On ne peut pas fermer ce lieu-là, fermer les écoles, fermer les classes, sans bousculer profondément la dynamique scolaire et ultimement les activités d'enseignement et d'apprentissage. C'est la même chose si on demandait aux médecins et aux infirmières de continuer à pratiquer ce qu'ils font en fermant les hôpitaux et toutes les cliniques de santé. C'est la même chose si on demandait aux ouvriers d'une industrie X, par exemple automobile, de continuer à produire des automobiles alors que l'usine est fermée. Donc, les enseignants ont été confrontés, dans le fond, à une impossibilité d'entrée de jeu. On ferme leur lieu de travail, on supprime tout l'environnement institutionnel qui rend possible la réalisation de ce travail-là avec les élèves et on leur demande de continuer d'improviser à l'aide de nouvelles technologies qui sont plus ou moins bien maîtrisées par les enseignants. Ça, c'est la première chose. Si on ferme ou on entrave gravement le fonctionnement, les enseignants ne peuvent plus vraiment enseigner et les élèves apprendre. Ça, c'est un constat qui est ressorti de notre enquête, là. Joséphine citait des chiffres tantôt, là, qui sont assez accablants. Les enseignants pensent à plus de 80% que les enfants ont eu de sérieux problèmes et de recul en termes d'apprentissage pendant la pandémie, malgré tout le dévouement des enseignants, mais pas juste des enseignants, aussi des directions d'établissement, des autres personnels scolaires, comme les conseillers pédagogiques, les orthopédagogues, les psychologues scolaires, etc. Mais tout ce monde-là était à la maison, là. Tout le monde était séparé. Et donc, la dynamique collective elle-même était en rupture d'une certaine façon. Une autre chose que nous apprend la pandémie, c'est que dans la vie quotidienne, l'école n'est pas juste un lieu de transmission d'informations, mais est un lieu d'interaction, de socialisation intense entre les enseignants et les élèves, mais aussi entre les élèves eux-mêmes. La plus grande, en réalité, la principale difficulté vécue par les enfants, autre fait qu'ils n'étaient pas avec les enseignants, c'est qu'ils n'étaient pas avec leurs amis, leurs copains, les personnes de la classe, les enfants de l'établissement où ils sont. Donc, l'école n'est pas juste un lieu où on apprend des connaissances ou des compétences, est un lieu puissant de socialisation où on apprend énormément de choses en étant avec les autres. D'abord avec les enseignants, qui bien sûr fixent des consignes, etc., mais aussi avec les autres élèves. Ce que les enfants ont souffert le plus, c'est l'absence d'autrui, des autres enfants et des enseignants. Et dans ce sens-là, on peut dire que le numérique peut sans doute enrichir ces interactions-là, mais la pandémie nous apprend que sur le long terme, elle ne peut absolument pas s'y substituer. On devient un être humain en étant avec d'autres êtres humains, en interagissant quotidiennement avec eux pendant plusieurs années. Autre phénomène important, malgré sa soudaineté, la pandémie n'est pas arrivée dans un vide social. Au contraire,
on peut faire l'hypothèse, étayée par de nombreux travaux de sociologie, qu'elle a accentué des tendances qui étaient déjà là depuis longtemps. Elle les a exacerbées. Par exemple, Joséphine citait des données tantôt, c'est les populations scolaires les plus fragiles, par exemple celles qui sont en adaptation scolaire, donc les enfants à besoins particuliers, les enfants à l'éducation des adultes, les jeunes à l'éducation des adultes, les enfants des milieux défavorisés, les enfants, par exemple, d'immigration récente, dont la culture est distante de la culture scolaire québécoise. C'est ces enfants-là qui ont confronté les enseignants aux plus grandes difficultés à surmonter. Et ces difficultés-là étaient déjà là avant ça. C'est des populations scolaires difficiles, c'est des populations scolaires qui mettent au défi les enseignants. Et la pandémie a exacerbé ces défis-là en les séparant des enseignants. Et souvent, comme disait Joséphine tantôt, les enfants des milieux populaires, des milieux défavorisés, n'ont pas de support dans plusieurs régions du Québec. Internet est dysfonctionnel. Il n'y a pas de ligne à haute vitesse qu'on peut avoir, par exemple, à Montréal ou dans certaines régions urbaines. Les parents ne connaissent pas Internet, n'ont pas de téléphone intelligent, ou quand il y a un téléphone intelligent, il n'est pas performant, ou ils n'ont pas de tablette. Bref, la pandémie, dans le fond, a mis en évidence des vieux problèmes qu'on a tendance à oublier parfois, mais qui ont ressurgi à la puissance 10. Finalement, je tire votre attention, c'est que la pandémie n'est pas finie. Au Québec, les gens ont l'impression qu'elle est terminée. Pourtant, son expansion, son réveil alarmant en Europe doit nous mettre la puce à l'oreille de ce qui risque d'arriver ici dans les prochains mois aussi. Là. Dans les derniers jours au Québec, on voit tranquillement monter le nombre de cas de personnes hospitalisées. Et il est fort possible que, comme en Europe, la pandémie ait aussi de nouvelles vagues, une 5e vague ici. Et j'ai l'impression que tant ou aussi longtemps que 80% des êtres humains de la planète ne seront pas doublement vaccinés, ça va prendre du temps encore, là, qu'elle ne sera pas complètement finie. Qu'est-ce que ça nous apprend? Les élèves retournent à l'école. Maintenant, la plupart des élèves, ceux qui ont à moins qu'il y ait des problèmes immunitaires, là, la plupart des élèves sont à l'école. Mais ce qui a été perdu pendant la pandémie ne pourra pas se reprendre ipso facto en termes d'apprentissage. Donc, les défis vécus par les enseignants pendant la pandémie ne sont pas juste derrière eux, sont aussi devant eux. Ils vont devoir rattraper le temps perdu. Ils vont devoir ressouder les liens affectifs avec les enfants. Ils vont devoir recréer des espaces d'apprentissage pour que les enfants qui ont perdu des choses puissent recoller aux apprentissages scolaires, puissent de nouveau se motiver à apprendre en présentiel en espérant que tous ces efforts-là ne soient pas, encore une fois, bousculés profondément par une 5e vague qui pourrait être profonde, comme l'expérience européenne nous apprend. Donc, il y a des enjeux spécifiques là, dans notre enquête qui ne sont pas terminés. Cette enquête-là, on ne sait pas si la pandémie va se terminer, si elle va prendre de l'ampleur, ce qu'on ne souhaite pas, bien sûr, mais éventuellement, c'est bien sûr pour nous une recherche à suivre. Là. Donc, au nom de mes 4 collègues, là, je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci. Nous allons maintenant prendre des questions. Merci encore de votre écoute. Je vais passer aux questions. Il y a 2 questions qui demandent le moment dans lequel l'enquête a été réalisée. Je pense que Maurice a déjà répondu à cette question. Ouais. Donc, est-ce que vous avez fait des analyses différenciées selon l'ordre d'enseignement primaire versus secondaire, etc.? On peut compléter, mais je pense aussi, Maurice, que tu as donné Oui, non, on va commencer à les faire là. Okay. Nous avons commencé à les faire et tantôt, on vous disait par exemple que quelques enseignants du secondaire étaient plus à l'aise pour faire l'alternance ou encore que les enseignants du secondaire incluant les enseignants en adaptation scolaire et ceux à la formation générale des adultes, par exemple, et les autres considèrent beaucoup que les élèves ont eu du retard. Donc, on a commencé quand même à regarder cela et puis on va continuer. Une autre question, je vais la lire. Je comprends que des stratégies intéressantes ont été utilisées pour évaluer l'écriture, mais à quelle fréquence, grosso modo?
la production écrite est-elle évaluée? Comment cette fréquence se compare-t-elle à ce qu'on retrouve dans l'enseignement en classe? On n'a pas posé de questions. On avait une seule question. Écoutez, une enquête de ce nature-là, là, on ne peut pas poser 400 questions. On avait une seule question ouverte à la fin qui invitait les enseignants à nous parler des stratégies pédagogiques qu'ils croyaient innovantes qu'ils avaient mises en place. Et on peut estimer à la lumière de leurs réponses que ces stratégies-là étaient continues. Là. Ils n'ont pas fait ça une semaine, puis la semaine d'après, ils ont arrêté. Donc, la fréquence, en réalité, tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait de manière systématique une fois qu'ils ont mis en place une innovation pédagogique. Par exemple, Joséphine donnait des exemples tantôt, là, des rétroactions vidéo. Les enseignants, une fois qu'ils ont mis cette stratégie-là en place, ils vont l'appliquer de manière systématique à tous les élèves. Et de manière régulière, parce que les enseignants insistent d'ailleurs sur l'importance d'un suivi étroit des élèves. Là. Ce que je peux juste ajouter, c'est que cela ne s'est pas fait sans un coût au niveau du travail, au niveau de l'investissement. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défi. C'est un apprentissage continu, un développement professionnel continu et qu'il faut continuer à soutenir aussi par des moyens concrets. Je vais continuer. Les enseignants qui ont déployé ces outils techno en temps de pandémie ont-elles un profil spécifique, par exemple les connaissances préalables en TIC ou en pédagogie? Non. Vas-y, Maurice. Comme les données le montrent tantôt, là, 80% des enseignants se sentent plus ou moins à l'aise avec les nouvelles technologies. Et en dépit de cette difficulté initiale, beaucoup ont essayé de mettre en place des stratégies pédagogiques en utilisant les médiums numériques. Là. Donc, ils ont appris des choses en dépit de la difficulté initiale. On peut penser que les enseignants ont montré de la résistance en se disant « je ne sais pas faire ça, mais je vais l'apprendre ». Et donc, exactement. Ils se sont engagés à l'apprendre. Et dans ce sens-là, c'est peut-être quelque chose qui est à retenir. Là. Les enseignants ont fait, d'une certaine façon, un bout de chemin sur la maîtrise des outils numériques. Et on peut penser de manière un peu positive là, que dans la suite des prochaines années, ce bout de chemin-là va leur servir à mettre en place des outils numériques peut-être de manière plus performante que c'était le cas avant la pandémie. Là. Donc, les enseignants ont appris des choses malgré leurs limitations initiales. Et les données montrent clairement que les enseignants qui ont adopté les technologies, ce n'étaient pas nécessairement les enseignants qui étaient formés, qui avaient déjà des compétences, parce qu'ils sont vraiment la majorité qui disent « nous avons dû apprendre, nous avons dû réinventer notre métier, on a dû apprendre très vite ». Mais ce que je constate, c'est l'ouverture justement d'apprendre à faire autrement. Puis de toute façon, l'école devait se faire. Alors, c'est sûr que s'il y avait eu plus de soutien, plus de personnes formées pour les soutenir, ça aurait peut-être mieux marché. Sinon, ils avaient avoir travaillé doublement. Il y a une autre question par rapport aux données particularisées pour le travail enseignant à l'école primaire et secondaire. Donc, Maurice a déjà répondu que c'est une deuxième partie qu'on va faire ces analyses. Un autre commentaire, une question. Merci beaucoup. J'ai une question. Je ne comprends pas ce qui vous permet de conclure que si on ferme les écoles, les enseignants ne peuvent plus enseigner et les élèves apprendre. Merci. Me permet de dire ça. Me permet de dire ça, c'est que l'école existe depuis 4 siècles et qu'elle est le mode fondamental d'éducation dans nos sociétés et un des modes de socialisation les plus importants pour les jeunes. Donc, si on ferme les écoles, ou bien on change totalement la société et puis les écoles n'existent plus, il faut inventer d'autres modes d'éducation et d'autres modes de socialisation, ou bien... Et d'autres... Et si on ferme les écoles sans pas inventer de nouvelles modes d'éducation et de socialisation, alors les enfants, je ne dis pas si on les ferme 2 jours, là, mais si on les ferme pendant 18 mois, comme c'était le cas, ou les ferme de manière intermittente, il y a un sérieux problème parce que, comme le disent les enfants, les enseignants, il y a un recul massif de l'apprentissage des élèves. Donc, ça, c'est une donnée qui est observable. Et ça, ce n'est pas juste au Québec. Il y a des enquêtes aux États-Unis qui montrent que c'est une catastrophe pour beaucoup de parties des populations scolaires aux États-Unis. Si tu fermes l'école et si tu n'offres pas vraiment des espaces d'éducation et de socialisation systématiques,
les enfants n'apprendront pas ce qu'ils sont censés apprendre dans les écoles. Donc, on ne peut pas fermer l'école du jour au lendemain. Pour certaines populations, c'est le seul espace de socialisation et le seul espace de tranquillité aussi pour pouvoir apprendre quelque chose. Donc, je vais continuer parce qu'il y a plusieurs questions. Les 92% des répondants à temps plein semblent élevés, considérant le taux élevé d'enseignants en situation précaire. Qu'en pensez-vous? Ce que j'en pense, c'est quelque chose que j'ai remarqué effectivement. Je m'étais dit, je serais curieuse d'avoir un échantillon composé de plus d'enseignants débutants, de plus d'enseignants précaires pour justement voir ce qu'ils ont vécu. Le portrait, il est général, il ne reflète pas nécessairement un enseignant qui est dans la première année, la deuxième année ou la troisième année, mais c'est quand même assez parlant et on peut penser que peut-être les phénomènes qu'on a décrits peuvent être exacerbés par justement le contexte de travail actuel, surtout que le soutien en étant à distance et la socialisation au milieu est aussi affecté en temps de pandémie. Oui, vous avez bien remarqué cet élément-là. Non, mais le fait, il faut comprendre comment l'enquête a été construite aussi. Elle n'a pas construite, mais distribuée. Nous avons sollicité des différents partenaires, des syndicats, des associations pédagogiques, des fédérations d'écoles, etc. Et sur les bases de données de ces organisations-là ou associations, c'est largement et surtout, je dirais, exclusivement des enseignants permanents réguliers. Là. Donc, comme souvent dans le monde de l'éducation, dans le monde scolaire, les enseignants précaires sont plus difficiles à rejoindre lorsqu'on passe par des canaux officiels de cette nature-là. Et donc, par définition, notre questionnaire a circulé auprès des enseignants qui étaient permanents, temps plein, réguliers. Comme dit Joséphine, c'est sûr que les enseignants statut précaire, les situations ont été sans doute encore plus difficiles, mais ne sont pas pris en compte dans notre questionnaire. Pas parce qu'on ne voulait pas, mais parce que le public n'a pas été touché. Une personne souhaiterait avoir une idée sur les nouvelles compétences apprises par l'enseignant. Un peu, Joséphine les a présentées dans les défis, je pense, mais... En fait, les compétences, si on peut résumer, supposons qu'ils étaient déjà compétents à faire selon un certain contexte. Là, il faut faire le travail d'une manière différente dans un nouvel environnement. Et les compétences, il y en a au niveau technopédagogique, évidemment. Il y a aussi des compétences au niveau peut-être relationnel, au niveau de la gestion du stress. La personne qui en parle ou les personnes qui en parlent ne veut pas dire que c'était quelque chose qu'ils travaillaient au quotidien, mais le contexte était tel qu'il fallait apprendre d'autres compétences pour mieux gérer aider les élèves à gérer le stress. Et je pourrais peut-être parler de compétences émotionnelles, mais je ne m'avancerai pas là-dedans. Mais ce qui concerne les technopédagogies, ce qui concerne aussi peut-être au niveau personnel, aussi se connaître soi-même, un peu ses limites, apprendre à gérer son propre stress. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'apprentissage et que ceux qu'on a nommés ici. Une autre question, mais je ne pense pas qu'on puisse répondre. Comment évaluer l'efficacité des évaluations des examens pendant la pandémie? Bon, si on avait... est tous préoccupés par ça. Répondre comme pas. En réalité, si on avait voulu faire une recherche là-dessus, on aurait posé une question sur la qualité des évaluations. Je rappelle que notre recherche était avoir un portrait d'ensemble du vécu des enseignants pendant la pandémie, leurs difficultés, défis et résilience. C'est la même chose pour la question suivante. Je ne sais pas si on peut descendre au niveau des disciplines. Je ne me souviens plus, je pense dans le questionnaire, il y a des disciplines d'enseignement. Éventuellement, on va le faire. Mais dans un premier temps, il faut rappeler que personne n'avait fait une enquête aussi globale sur le personnel enseignant au Québec. Là. Donc, nous, c'est un coup de sonde qu'on a fait. On n'espérait même pas autant de réponses parce que les enseignants étaient hyper débordés. Là. Quand tu fais une enquête dans une pandémie où les gens, on a par-dessus la tête de leurs tâches, normalement, les enseignants ne répondent pas. Et donc, nous, on a été surpris du taux de réponse faramineux et on s'est dit, dans le fond, les enseignants et les enseignantes avaient besoin de parler de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils vivaient lorsqu'on a passé l'enquête. Donc, il y avait même besoin de s'exprimer. Parce que souvent, quand tu lis les journaux, les enseignants sont absents, on parle des problèmes, mais on ne leur donne jamais la parole. Et donc, nous, on a essayé de leur donner la parole.
mais on n'a pas voulu rentrer dans toute l'infinité des détails de la pandémie. Est-ce que les évaluations ont été efficaces? On ne sait pas. Mais si on estime que les enseignants disent que 80% des élèves ont eu des retards d'apprentissage, mais on peut penser que les évaluations doivent refléter ces retards-là, à moins que ce soit des évaluations maquillées au niveau du gouvernement qui disent tout le monde passe, bonjour, bonsoir, c'est fini là. Mais pour les enseignants, il y a un recul de l'apprentissage. Mais on n'a pas voulu rentrer dans le détail de ces questions-là parce que ce n'était pas l'objet de la recherche. Là. Maurice, j'aimerais compléter quelque chose. D'abord, j'aimerais saluer Jorge Saravi, tu compatriote, Monica, d'Argentine. Pour répondre à la question de Georges, oui, on a des données peut-être spécifiques, on n'a pas analysé encore, mais ce que je voulais souligner, parce que considérant les domaines d'éducation physique pour lesquels je suis très concernée d'ailleurs, c'est que les données de cette enquête, ils rejoignent d'une certaine manière des données qui ont été cueillies un an avant, soit dans les premiers tiers de la pandémie, auprès des enseignants d'éducation physique, dans une autre enquête plus petite avec autour de 400 enseignants, uniquement en éducation physique au Québec et en France. Donc, les éléments qui sont mis en évidence par les enseignants en général un an après rejoignent d'une certaine manière. Je vais donner deux ou trois exemples. Un, c'est le développement des compétences numériques pour lesquelles ils ne savaient pas qu'ils pourraient aller si loin. Ils ont démontré aussi un intérêt de poursuivre à apprendre. D'autres éléments spécifiques, je pense, qui rejoignent aussi ce qui a été dit, cette préoccupation avec les élèves, très, très importante, qu'il soit pour l'évaluation, qu'il soit pour l'accompagnement ou le soutien moral, au soutien psychologique des élèves. Donc, c'est des éléments qui ont apparu dans cette enquête, mais ils sont apparus aussi pour les enseignants d'éducation physique. Même s'ils travaillent dans des contextes assez différents. Donc, peut-être qu'on pourrait approfondir, mais ça rejoint un peu des données qu'on avait déjà dans une petite enquête uniquement auprès des enseignants d'éducation physique. Et moi, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant pour nous. Je vais continuer alors avec les commentaires. C'est juste une remarque, mais les parents aussi devraient donc s'armer des compétences antiques et en outils numériques pour participer au soutien pédagogique de leurs enfants. Dans un futur proche, une formation pour les parents serait-elle peut-être souhaitable? Bien sûr. Je ne sais pas. Les parents, mais c'est difficile de les former, les parents. Mais oui, ça dépend des parents aussi. Il faudrait alphabétiser. On a fait du milieu tout à l'heure. Donc, avez-vous pris en compte la formation professionnelle? Oui. Oui. Et la formation des adultes aussi. Donc, est-ce que l'enquête a considéré combien d'enseignants vont rester avec un certain pourcentage d'utilisation des outils numériques ou préfèrent revenir à 100% en présentiel? Il n'y a aucune enquête qui considérait ça. Il n'y a pas de réponse. Je ne veux pas dire aux enseignants, dans 2 ans, tu vas continuer à utiliser les outils numériques. L'enseignant va se dire peut-être. Ce que je peux ajouter quand même, pour avoir lu les données qualitatives, c'est que les enseignants estiment avoir appris beaucoup et qu'il y a certains acquis qu'ils pourraient réinvestir dans un enseignement en présentiel. Mais ils disent que l'enseignement à distance, mur à mur, c'est un défi de taille, c'est presque impossible à faire apprendre certains élèves, en particulier justement ceux qui sont en difficulté, ceux qui n'ont pas l'autonomie et ceux qui n'ont pas un environnement familial qui peut supporter les apprentissages. Donc, c'est carrément présentiel, c'est très bien. Et j'ajouterais même par rapport à la réponse qu'avait donnée Maurice en ce qui concerne l'école telle qu'on la connaît ou pas du tout. Ça prendrait quasiment de changer de finalité de l'éducation et de modèle social, de modèle de vie en société, parce qu'il y a toute la question aussi de socialisation. Et toute la question aussi de régulation par les pairs. Et on sait combien les élèves qui ont été pris dans des entrevues avaient hâte, même en pleine pandémie, de retourner pareil à l'école, parce que c'est le lieu où ils se reconnaissent ensemble avec d'autres dans un milieu encadrant et supportant. C'est ça. Il y a quelques questions très spécifiques. Est-ce que savez-vous s'il y a eu une transposition didactique dans l'enseignement online ou les enseignants ont-ils innové
dans la manière d'enseigner à distance. Et je pense qu'on n'a pas les réponses. La pandémie... Peux-tu répéter la question, Monica? Je n'ai pas saisi parce qu'il me semblait que... Savez-vous s'il y a eu une transposition didactique dans l'enseignement online ou les enseignants ont-ils innové dans la manière d'enseigner à distance? Moi, j'aimerais faire un commentaire là-dessus, si vous me permettez, parce que je trouve qu'il y a un aspect qu'on n'a pas complètement analysé les données qualitatives, mais je pense que peut-être on ne peut pas trop avancer non plus. Je ne sais pas ce que leurs collègues vont dire, parce que dans cette année, il y a eu beaucoup d'évolutions. Au départ, l'école était fermée. Les enseignants ont même reçu une orientation de ne pas évaluer. Depuis, on est retourné tranquillement pour terminer l'année au secondaire, au primaire, pas au secondaire. Il y avait des orientations avec des trousses pédagogiques, je ne sais pas si vous vous souvenez, au Québec, qui ont été produites pour aider les enseignants. Après, l'année a commencé en septembre avec des modalités combinées de retour en classe, fermeture, etc. Et les enseignants ont pris en main un peu l'enseignement. Donc, je pense que il faut creuser plus dans les données qualitatives et peut-être regarder aussi l'évolution même des directives ministérielles pour pouvoir comprendre si cette transposition-là est faite, dans quelle manière. Donc, je vais continuer. La pandémie de COVID-19 ne fait que mettre à nu un système qui était déjà en difficulté. Si on considère l'éducation comme le moyen pour donner aux enfants les facultés de raisonner par eux-mêmes, développer les connaissances et leur permettre de forger leur propre personnalité, si le système éducatif québécois, qui fait partie des meilleurs au monde, peut confronter à tous ces problèmes, que fait-on pour les pays pauvres? C'est sûr, ça, que dans les pays pauvres... Je peux répondre à quelque chose. Moi, je travaille avec un groupe en Colombie, et on a fait des enquêtes similaires ou des travaux similaires. Donc, il y a des choses qui ont été faites, mais cette enquête ne portait pas sur ces éléments. Donc, on peut facilement imaginer, moi, pour être en contact avec des élèves dans d'autres pays pauvres, oui, l'école a été fermée. Il y en a qui sont comme dans les capitales qui ont pu continuer avec des cellulaires, avec la télévision. Il y avait des enseignements à la télévision, mais 95%, 98% de ces pays-là, ils n'ont pas de télévision. Alors, comment un enfant va suivre un enseignement à la télévision quand dans son environnement immédiat, plus large, son quartier, sa ville, son village, il n'y a rien. Alors, on peut facilement imaginer combien il y a eu des retards beaucoup plus importants que ce qu'on est en train de dire ici. Oui, il y a des millions d'enfants qui n'ont pas eu d'école pendant plusieurs mois et ça continue encore dans différents pays. Je pense, par exemple, aux Indes, dans le sud-est asiatique, certains pays d'Afrique ou d'Amérique latine. Et beaucoup d'enseignants et d'enfants qui sont morts de la COVID aussi. Oh, ils sont morts. Donc, quel type de soutien de la part de leur direction d'école les enseignants auraient souhaité? Bon, premièrement, je peux dire, pour avoir regardé un peu dans le qualitatif, parce qu'il n'y avait pas une question spécifique là-dessus, c'était une question juste de savoir si la direction a offert un soutien. Mais il y a un soutien au niveau moral, d'abord, qui était nécessaire. C'est sûr qu'ils voulaient aussi un soutien au niveau pédagogique, des orientations qui sont plus claires, des conseils. Mais et comme je disais, tout le monde était en apprentissage, tout le monde était pris au dépourvu. Puis l'autre soutien, c'était au niveau d'avoir du matériel pour l'enseignant lui-même, mais peut-être aussi pour les élèves. Donc ça, il y avait des besoins. L'autre besoin, oui, c'est d'avoir le leadership pédagogique, mais c'est aussi d'avoir des directives claires, mais aussi de ne pas exercer la pression indue sur les enseignants. Mais souvent, ces directions, ils recevaient aussi des messages à la dernière minute et il fallait qu'ils relaient cette information. Les enseignants l'ont senti comme étant une intrusion dans la vie privée parce que des fois, c'était les dimanches, à quelques heures avant le lundi. Et je pense que tout le monde a traversé des situations très difficiles et que collectivement, il faut peut-être un peu se comprendre, mais voir comment envisager la suite
puisque la pandémie n'est peut-être pas derrière nous, mais il peut y avoir aussi d'autres événements qui demanderaient qu'il y ait des réajustements et de travailler en collaboration pour se soutenir mutuellement. Je pense que les directions diraient aussi qu'ils ont eu besoin de soutien, beaucoup. Oh, les directions se débordé aussi, c'est l'enfer. Il était déjà. Alors... On a une dernière question. Avez-vous des données sur les difficultés psychologiques vécues par le personnel enseignant? Les enseignants, comme ils disent, étaient un sentiment d'épuisement, de fardeau psychologique face à la variété des tâches qu'on leur demandait, etc. Là. En moyenne, depuis une vingtaine d'années, il y a à peu près 8000 enseignants qui sont enseignants et enseignantes à l'école préscolaire primaire secondaire qui sont en congé de maladie annuellement. Donc, on appelle ça des congés de longue durée, là, de 6 mois, une année. Là. Et avant la pandémie, donc en 2017, 2018, 2019, 2020, les congés de maladie ont monté jusqu'à 10 000. On sait que la moitié des congés de maladie avant la pandémie sont liés à des causes d'épuisement psychologique, de burn-out, etc. Donc, on peut faire l'hypothèse que durant la pandémie, là, on n'a pas de données, et les gouvernements n'ont pas mis des données à jour. Là. On peut faire l'hypothèse que ce nombre de personnes-là qui ont pris des congés de maladie à cause de phénomènes d'épuisement psychologique a sûrement monté. Il faut garder à l'esprit un autre phénomène qu'on vit au Québec aussi, c'est la pénurie d'enseignants. Et la pénurie d'enseignants, c'est-à-dire qu'il manque beaucoup de main-d'œuvre enseignante pour remplir toutes les tâches. Et par conséquent, pendant la pandémie, on peut faire l'hypothèse, même si on n'a pas de données récentes, que cette pénurie-là s'est aussi accentuée. Parce qu'il y a des enseignants, on le sait, qui ont pris leur retraite de façon rapide pendant la pandémie. Tu sais, les enseignants qui étaient à fin de carrière, 61 ans, 62 ans, qui disaient « il me reste une année à faire avant de prendre ma retraite officielle », ils l'ont pris tout de suite. Là. Il y a des gens qui ont eu peur d'aller dans les écoles parce qu'ils avaient peur d'être malades, surtout dans les premiers mois, là, où c'était assez déréglé comme système de fonctionnement. Les informations du gouvernement étaient contradictoires. Le gouvernement dit on n'a pas besoin de masques. Un mois après, il dit tout le monde porte des masques, etc. Donc, c'est sûr que ces aspects-là là, qui sont latéraux, qui étaient déjà là, la pénurie existe depuis au moins une quinzaine d'années, mais elle s'amplifie. Ça, c'est un phénomène qu'on n'a pas étudié, mais c'est sûr qu'il est venu percuter directement la main-d'œuvre enseignante pendant le contexte de la pandémie. Et les données quand même qu'on dispose, Maurice, juste je pense c'est 2020, les données statistiques qu'on a eues montraient qu'il y a une augmentation des congés de maladie, des congés longue durée, et c'est dans cette période-là qu'on a vu que ça a monté beaucoup. Ça, on n'a pas les données de la pandémie, par contre, 2021. Ouais, c'est ça. Bon, écoutez, s'il n'y a plus de questions, on vous remercie sincèrement. J'espère que vous avez apprécié cette petit webinaire. Et on vous souhaite une bonne journée, où que vous soyez sur notre planète. Bonne journée, merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne journée.